Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retail Squad. Retail Squad est le podcast dédié aux personnalités du retail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Laurent Simonin, cofondateur et CEO de Smart Traffic. Bonjour Jean-François Gomez et bienvenue au podcast Retail Squad, donc le podcast dédié aux acteurs qui font le retail. Donc aujourd'hui on a la chance de vous recevoir et on est ravis. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est de vous présenter un peu, nous raconter un peu l'histoire, avant qu'on passe à des questions sur votre vision du retail, son évolution, etc. Bonjour Laurent, un immense merci pour l'invitation et vraiment la joie de partager. Donc quelques mots sur qui je suis. Alors moi j'ai eu un parcours assez exceptionnel on va dire, puisqu'en fait depuis 25 ans, 30 ans, je suis un vieux de la tech, j'ai toujours participé au lancement des nouvelles technologies chez les leaders de la technologie. Donc j'ai participé à la connexion à Internet de Renault, le constructeur automobile, dans les années 92-93. De 95 à 2000, j'étais chez Sun Microsystems en charge de la stratégie Java, Star Office, Solaris, etc. Donc j'étais monsieur anti Microsoft NT à l'époque. Ensuite, j'ai basculé dans une start-up autour du support des utilisateurs de logiciels open source. Et ensuite, Microsoft m'a appelé en 2001 parce qu'ils avaient bien vu mon travail en tant que, on va dire, d'évangéliste sur cette nouvelle technologie. On disait voilà, Microsoft, on se lance sur 10 ans, 15 ans. On va aller vers un monde beaucoup plus ouvert, interopérable, etc. Et est-ce que tu veux relever le défi? C'était à l'époque Olivier Ezrati qui était venu vers moi. Parce que quand j'étais chez Sun Microsystems, on était face à face systématiquement. C'était amusant. Et donc, en fait, je suis arrivé chez Microsoft pour le lancement de .NET. .NET a été l'amorce de cette transformation de Microsoft dans les années 2001-2002. Donc au début, j'avais une casquette d'évangéliste .NET développeur. Donc moi, mon background, c'est un DESS en réseau système d'information. Au-delà de ça, j'ai commencé sur un ZX81 en classe de 5e. Donc je fais de la tech depuis tout petit. Et donc chez Microsoft, j'ai travaillé sur .NET, j'ai travaillé sur les web services, plus .NET rentré, on a commencé à parler d'architecture des systèmes d'information. Donc là, il a fallu monter, je dirais, en compétences, chose que j'avais déjà fait en fait chez Sun Microsystems pour lancer des architectures Solaris, Unix. Et puis progressivement, je suis allé à la rencontre des métiers parce que les web services arrivant, les problématiques d'interopérabilité, de gestion des identités. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le projet Boost Aero en France, sur l'interconnexion des acteurs de l'aéronautique. J'ai beaucoup travaillé sur le secteur aéronautique parce que c'est un secteur qui était très normalisé et sur lequel la tech était très importante, et toujours très important. Et puis là, ces 10 dernières années, progressivement, j'ai toujours eu cette casquette d'évangéliste technologique, mais plus sur le secteur de la consommation, du retail, etc. Donc j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec de jeunes sociétés à l'époque, sur la tech, l'e-commerce, des Fnac.com, des Cdiscount, des ventes privées, etc. Donc très tôt, j'ai attaqué la partie retail par la composante e-commerce. Et donc moi, ma singularité, c'est que je connais très très bien la technologie, je continue à faire du code, je fais de l'IA, ces trucs-là, mais en même temps, je suis extrêmement curieux des métiers. J'adore passer du temps sur le carrelage, comme on dit. J'adore aller rencontrer des gens et j'adore parler aussi bien aux développeurs, qu'aux vendeurs en surface de vente, qu'aux dirigeants. Parce que j'ai cette chance, en fait, et ça c'est un peu ma casquette d'évangéliste, c'est que je dois comprendre en amont les technologies et essayer de les projeter en fonction des différents secteurs, comment les marchés vont se les approprier, quels sont les canaux de distribution à développer, est-ce qu'il faut passer plutôt par de la vente directe, indirecte, est-ce qu'il faut former le grand public ou former des spécialistes, quels sont les messages à apporter. On le voit beaucoup en l'IA, mais avant on l'a fait sur les web services, on l'a fait sur le web 3, etc. En gros, on a une technologie, voilà, il faut bien la maîtriser pour pas raconter n'importe quoi. Et ensuite, il faut arriver à se projeter en fait sur les leviers qui vont faire que ça va percer ou pas percer. Parfois, c'est compliqué dans une société qui fait de la vente sur le moyen long terme. Donc, les vendeurs sont au trimestre, on va dire. Moi, je travaille sur le moyen long terme, que je dois essayer de projeter en quoi le Web 3, en quoi le no-code, en quoi le cloud, etc. va impacter les entreprises sur le moyen long terme parce que c'est un changement de société. Donc ça, moi, c'est ce que j'adore faire. Et c'est pour ça que mon regard sur le retail est un regard qui vient de la tech avec une connaissance de fond en fait des fondamentaux de la tech. Donc voilà, donc c'est en ce sens que j'ai un parcours un peu original, c'est que j'ai eu la chance sur ces 20-25 dernières années d'être toujours chez les leaders des tech en tant qu'évangéliste sur les nouvelles technologies. Donc j'étais vraiment sur la vague à chaque fois. D'accord, c'est intéressant. Donc on peut en conclure que vous avez appréhendé l'univers du retail par la strate techno. C'est la strate techno qui vous a amené vers le retail? Pas tout à fait en fait. Quand on parle techno, pour faire très court, on part 0-1. On part droite-gauche. On parle binaire. On parle de faits, on parle de data en fait. La data, c'est pas récent. Et donc, le monde du retail, c'était un peu le monde, en gros, du doigt mouillé. C'est pour ça que, par rapport au monde des ingénieurs dont j'ai parlé tout à l'heure, des Airbus, etc., où c'est très carré, c'est très normalisé, etc., où on a des démarches d'ingénieurs, dans le retail, je me suis trouvé avec beaucoup d'interlocuteurs qui, finalement, avaient une autre culture, avaient moins la culture de l'ingénieur, mais plus la culture du terrain, de l'expérimentation, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on doit vendre des technologies sur le moyen long terme, avec des acteurs qui n'ont finalement pas des démarches d'ingénieurs, c'est-à-dire que ça sert à rien de leur démontrer par A plus B, il faut d'abord essayer de
comprendre, eux, comment ils vont pouvoir se l'approprier. Et donc c'est pour ça que c'est pas une démarche technique, mais c'est une démarche, on va dire, de réflexion d'ingénieur pour comprendre et déchiffrer le retail. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai souvent une lecture qui est originale en fait du retail. Eh ben justement, passons un peu à cette lecture originale du retail, puisque c'est ce qui va nous intéresser directement. Et j'ai envie de commencer par quelques mots sur le constat que vous tirez de ce monde du retail tel qu'il est aujourd'hui. Comment vous définiriez la situation de ce retail? Bon, parlons de la France, hein, puisque c'est le territoire qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, le problème du retail se trouve dans le terme même de retail. En tant qu'entre guillemets ingénieur, on va dire ça comme ça, pour moi les mots ont un sens. Donc en fait, qu'est-ce que le retail? Le retail, c'est de la vente de détails, je dirais d'objets physiques. Donc déjà, on voit bien que quand on se met cette barrière-là, derrière retail, moi j'ai parlé, quand je vais à la NRF sur le stand, généralement, j'ai 30-40% d'acteurs de la finance, de banque. Des gens qui font du retail de distribution n'ont rien à voir avec les retail de commerce, par exemple. Et ça, donc moi, quand on me dit retail, je dis ok, mais ça, je comprends pas. Donc déjà, moi, mon analyse, c'est vrai pour la France, et la France a pris du retard par rapport à d'autres pays là-dessus, je pense, mais ça, pour en reparler, c'est que je crois qu'on se masque trop souvent derrière des mots, sans réellement savoir, en fait, sans leur donner la valeur qu'ils ont réellement. Retail, moi je sais pas ce que c'est. Moi l'entreprise, retail, c'est comment dirais-je, c'est de définir par ce qu'elle m'apporte, quel est son modèle économique. Et c'est pour ça que très souvent la première question que je pose à un interlocuteur, c'est mais finalement quelle est ton utilité? Moi je suis un retailer. Je dis, aujourd'hui, dans ce que l'on appelle le retail, mais globalement dans toute l'industrie, moi j'ai remarqué qu'il y avait 4 modèles économiques qui n'ont rien à voir. Il y a le modèle économique de ceux qui fabriquent des produits et qui ont des collections. Il y a le modèle économique de ceux qui distribuent des produits. Je sais ce que je veux que ça aille vite et eux, ils vont faire leur marge sur le flux. Il y a ceux qui commercialisent et donc eux, je vais les voir parce que je cherchais une solution à un problème, comment mieux m'habiller, comment refaire ma salle de bain, etc. Et il y a les médias, ceux qui me présentent en fait tout un tas de produits. Donc moi souvent, on me dit, écoutez, monsieur Goulet, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi je dis, quel est votre fondamental? Donc je répète, il y a fabricants, distributeurs, commerçants et médias. Et là on me dit, on fait tout. Ok, on fait tout. Maintenant, on va prendre le vendeur sur le carrelage. Quand un client rentre, quelle est la priorité du vendeur? Continuer à remplir les rayons, se mettre face au client pour lui demander comment l'aider, se mettre épaule contre épaule avec le client pour comprendre comment il voit le produit, il utilise le produit, etc. Ou est-ce que c'est se mettre à l'entrée du magasin pour expliquer au client ce qu'il va pouvoir découvrir sur la surface de vente? Et je dis, mais vous vous rendez compte, si vous me dites que vous faites un peu de tout, vos vendeurs, ils font comment? Ils sont face au client, etc. Là, souvent, il y a un blanc, en fait. Et c'est là qu'on rentre dans la conversation. Parce que là, on a une approche analytique, en fait, en disant, mais factuellement, effectivement, qui je suis? Est-ce que les gens viennent me voir pour trouver un vendeur face à eux, pour trouver des vendeurs qui remplissent des rayons et pour que je puisse aller vite, pour m'aider sur un produit, me conseiller, etc. Et donc, typiquement, dans cet exemple-là, la distribution, c'est l'opposé du commerce. Dans le commerce, on est face au client. Dans la distribution, on est face au rayon. Dans la distribution, on jongle avec des produits qu'on achète au meilleur prix et qu'on essaie de garder le moins longtemps possible pour le revendre avec la meilleure marge. Dans le commerce, on fait en sorte que le client il trouve une solution à son problème. Et ces 4 modèles économiques, souvent on va retrouver les 4 chez tous les acteurs, mais on va avoir une majeure. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper fragmenté, essayer d'aller chercher tout le monde, c'est vain. On peut dépenser des millions pour aller chercher tout le monde. Ce qu'il faut, c'est que les clients viennent à vous. Donc on passe d'un monde qui était poussé à un monde qui est tiré. Et les gens ils vont venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'ils auront identifié quel est votre moi ce que j'appelle les invariants, quel est votre invariant, quel est votre fondamental. Et donc ça veut dire que quand j'analyse ce qu'on a dit le retail, moi, parce que c'est en gros la société, c'est en gros de se dire, mais quel est votre fondamental? Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas que si le client doit être face au rayon, on a un problème, et le vendeur, le client, il va être déstabilisé. Quand on regarde les études d'Altavia, la première attente du client, vous savez ce que c'est? Première attente du client, c'est trouver ce qu'il a compris qu'il allait trouver. C'est pas évident. Est-ce que chez Lidl, on a envie qu'il y ait un vendeur qui vienne vers vous pour vous demander comment vous aider? Je suis pas sûr. Chez Leroy Merlin, est-ce que vous êtes sûr que si quelqu'un ne vient pas nous aider, on n'est pas content? Enfin bon. Donc on a des images. Et donc, c'est super important que les sociétés, elles sachent quelles sont. Parce que après, d'un point de vue technique, on rentre dans le détail. Tout ce que je vais dire, c'est les projets sur lesquels je travaille, qui sont publics, etc. Le CMS chez un distributeur, il va être piloté par qui? Il va être piloté par les acheteurs. Parce que eux, quand ils vont négocier les 20 000 télés Samsung, instantanément, il faut que les télés elles soient sur le site à moins 50%. Et que finalement, quand ils raccrochent la négo, les télés soient déjà vendues. C'est pour ça qu'on a travaillé, des gens comme Cdiscount, etc. étaient spécialisés là-dessus. C'était les acheteurs qui pilotaient le front, pour la mise en avant des produits. Quand en revanche, on veut conseiller pour refaire une cuisine, où il faut mettre tel type de lavabo, de robinet, attention à ce carrelage, etc. Là, ce n'est pas les acheteurs. Là, ce sont les catégories managers ou les gens qui gèrent la catégorie qui vont faire en sorte que quand on veut chercher de la musique classique, on puisse découvrir différents styles, etc. Le CMS va être piloté par les marketeurs. Quand on fabrique du produit, qu'on s'appelle Decathlon, Ikea, Kiabi ou Dior, ce sont ceux qui font le produit,
qui vont piloter le CMS, parce que sur chaque produit, on va expliquer la valeur, pourquoi on a fait ce produit, etc. Et quand on est un média comme Vente Privée, qui est typiquement un média, eh bien, on va donner des capsules pour que justement les marques viennent s'exposer à l'intérieur de la capsule. Donc on voit bien que le CMS n'a rien à voir. Je peux faire l'exercice pour le PIM, je peux faire l'exercice pour n'importe quel élément qu'on trouve dans le système d'information traditionnel. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui mon analyse du retail, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus fragmenté. On voit qu'aujourd'hui on peut considérer qu'on n'a plus de classe moyenne, ça tout le monde est à peu près d'accord, il suffit de voir beaucoup de documents qui ont été publiés dessus. On a des catégories, on a une pseudo-segmentation, et donc ce qu'il faut, c'est être extrêmement clair sur qui l'on est, et faire en sorte que effectivement les gens vous reconnaissent et viennent vers vous pour ce qu'ils ont identifié de vous. Je vous interromps 2 minutes, Jean-François, mais pareil, est-ce que vous ne pensez pas que, si je reprends un peu là les exemples que vous venez de citer, qu'on pourrait aussi dire qu'il y a une façon de fonctionner par rapport à des produits qui ont une structure prix-marché qui est fixe? Vous preniez l'exemple du téléviseur Samsung. Un téléviseur Samsung, il y a un prix recommandé, il y a un prix que le marché est prêt à accepter, et finalement, les distributeurs qui revendent des téléviseurs sont obligés de faire leur marge sur le prix d'achat, puisqu'ils ne peuvent pas agir sur le prix de vente, à défaut de ne plus être concurrentiels. Et puis vous avez des autres distributeurs, par exemple l'industrie du luxe, où là, effectivement, il y a moins de contraintes en termes de prix de vente, finalement, qu'un Dior, un Chanel, un LVMH au sens large fixe ses propres prix et n'est pas contraint par un environnement concurrentiel. Et dans ce cas-là, effectivement, la prime n'est plus à l'acheteur, mais au créateur. Et puis enfin, vous avez la technologie des produits relativement techniques. On pourrait parler de Leroy Merlin, où il y a peut-être, là on est sur un entre-deux, avec une contrainte de prix marché où on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, et puis une forte dimension conseil, puisque oui, une tondeuse, une débroussailleuse ou j'en sais rien, pour le kidam, ça peut nécessiter d'avoir du conseil. Bien sûr. Le point fondamental, c'est qu'effectivement, les marques de luxe, notamment, ont des marques fortes et des invariants solides. Donc, eux, par défaut, leurs invariants, ils sont connus. Et leurs secteurs d'activité sont invariants. Mais il faut bien voir que ce qui compte, c'est la marque forte. Un Lidl, on sait exactement ce que propose Lidl. Il n'y a pas de surprise quand on va chez un Lidl, etc. On prend l'exemple Samsung. Et il faut toujours partir du consommateur, quand même. Là, vous avez besoin, votre télé vient d'éclater. Demain, Coupe du Monde de rugby. Il faut une télé livrée demain à 9h du mat. Vous allez chez qui? Vous allez chez un distributeur. Quelqu'un qui vous garantit la livraison à 10h pétante et donc, pour une télé, un distributeur, allez, vous allez taper qui? Si vous y allez physiquement, vous irez peut-être chez un électrodépôt, ça va super vite. Si vous y allez par le web, vous irez chez Amazon, où ils vous livrent super rapide. Si maintenant vous dites, bon j'ai un peu de temps, je ne sais pas, pour cette télé, je voudrais me mettre une barre de son et puis je voudrais pouvoir faire des jeux vidéo dessus. Là, pour la même télé Samsung, on est toujours à Samsung, vous allez vous retrouver à la Fnac. Et si en revanche, vous avez déjà une barre de son Samsung, un téléphone Samsung, un PC Samsung, là, vous allez peut-être aller sur le site de Samsung et vous êtes prêt à payer le prix Samsung pour avoir un produit Samsung. Et puis peut-être, par hasard, vous êtes fatigué, vous baladez sur vente privée, il y a une vente flash Samsung, allez, tiens, elle a l'air pas mal cette télé, je prends la télé et je prends une Samsung parce que, vous voyez, donc on a une télé Samsung, on a 4 états d'esprit différents pour un consommateur, et il va prendre des canaux différents. Ensuite, c'est aux marques, en fonction de la force de la marque, de plus ou moins travailler les noms, entre guillemets, les noms fondamentaux. Je prends un Ikea. Ikea est super fort en termes de marque. Les gens font des kilomètres pour aller dans les magasins chercher leurs produits. Ils connaissent presque les noms par cœur alors qu'ils sont imprononçables. Mais l'efficacité e-commerce d'Ikea est très relative, on va dire. Moi, j'ai un magasin à côté de chez moi, ils livrent pas. Enfin, c'est un truc, je comprends pas. Ils s'en foutent un peu, on va dire. On va dire ça comme ça. Parce que la force de la marque est suffisamment forte pour que les gens viennent. Et donc, c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire que quand on a un invariant, il faut le défendre à tout prix. Et plus cet invariant est fort, un Apple, c'est une marque super forte. Les gens, ils sont prêts à faire la queue encore, peut-être un peu moins maintenant, mais à 2h du matin pour avoir le produit. La supply chain ou la distribution, ils s'en fichent un peu. Le client, il vient. Et c'est pareil. Personne ne se plaindra d'un mauvais conseil par Amazon. C'est pas possible. Alors que si Leroy Merlin, on vous dit que le carrelage, il est glissant, il est pas glissant pied mouillé, alors qu'il est glissant pied mouillé, alors là, c'est un problème. Donc derrière, ça veut dire que effectivement, tout le monde doit un peu tout faire, mais le consommateur va aller sur une marque. Et donc une marque, il fait un peu de tout. On prend une marque de la grande distribution qui dit on va vous aider à mieux manger, et qui concrètement, ce qu'on voit, c'est que c'est d'abord un distributeur et que les vendeurs sont d'abord là pour faire de la mise en rayon, alors qu'à la télé, on dit tous les vendeurs sont là pour vous aider à mieux manger. Ça pose un problème en fait de friction. Quand on est clair comme un Leclerc, nous on se bat pour vos prix. Ok, on se bat pour les prix, c'est de la distribution. On va pas chercher un conseil chez Leclerc, etc. D'accord. Alors après, on peut essayer de pivoter. Il y en a qui pivotent bien. On prend par exemple La Redoute. J'aime bien cet exemple. C'est extraordinaire le travail qui a été fait par Nathalie Bala notamment. La Redoute était un distributeur. La vente par correspondance. Ils avaient à peu près 7 entrepôts et c'est de la distribution. Et à un moment donné, ils se sont dit, bon, la distribution, c'est un travail d'ingénieur en fait. C'est de la data où quel produit je dois acheter à quel prix, à quel endroit, distribuer, les stocks. Donc il y a eu une bascule où aujourd'hui, La Redoute, elle fait plus ou moins opérer sa distribution par des tiers, mais elle a surtout développé une collection qui est absolument remarquable.
Et d'ailleurs, le petit exercice, hein, si on continue sur cet exercice, les distributeurs, eh bien, on va les voir dans des magasins, dans des zones de magasinage, où quelque part on se sert dans le stock qui est exposé. Dans le commerce, on a des commerces sur lesquels on vient cum ex échanger avec, on va faire du social, on va discuter. Je vous ai vu la dernière fois, vous m'avez conseillé ça, c'est pas mal. Et les marques, elles ont quoi? Elles ont des showrooms, des endroits, donc je pense à ça par la Redoute. La Redoute a des superbes showrooms, on voit les produits, etc., mais on ne peut que les commander en fait. Et donc on a une expression de ces fondamentaux. Alors, moi je suis pas un expert du retail, hein, du tout, mais moi j'utilise mon analyse technique parce que moi, derrière, ça se traduit en data. Et une data, quand on fait un PIM par exemple, un Product Information Manager, donc l'information produit, un PIM pour de la distribution, c'est quel est le niveau de réassort? Est-ce que je suis capable d'être livré rapidement? Combien de temps je dois stocker le produit? Est-ce qu'il y a des contraintes de stockage, etc. Alors que le PIM d'un commerçant, c'est avec ce produit, qu'est-ce qu'il faut vendre d'autre? Est-ce qu'il y a des incompatibilités? Etc. Et le PIM chez un fabricant, c'est dans quelle usine ça a été fabriqué, avec toute la bill of material, en fait, hein, la recette, en fait, etc. Donc on voit bien que le PIM, on a le même nom, mais on ne va pas l'exprimer de la même manière, en fonction de son core business. Et donc dans un monde aujourd'hui extrêmement fragmenté, eh bien, si on ne sait pas qui l'on est, eh bien on ne peut pas, quelque part, exprimer pleinement ce que l'on est, et donc le client ne peut pas comprendre rapidement pourquoi il viendrait vous voir en fait. Donc ça, c'est aujourd'hui, et donc les marques fortes, aujourd'hui, elles gagnent, que ce soit des marques sur les médias, des marques sur la distribution, sur le commerce ou sur la fabrication. Donc ça, c'est je dirais, c'est ma lecture aujourd'hui du marché, et quand on investit sur de l'IA, quand on investit, l'investissement ne sera pas la même si on fait de la distribution ou du commerce. Parce que l'IA n'ira pas au même endroit. Dans un cas, on investira sur de l'IA, dans l'autre cas, on investira sa propre IA, parce que ça coûte cher. Dans l'autre cas, on prendra une IA générique pour faire comme les autres, entre guillemets. Et même si on est très fort sur son core business, on peut même le revendre, comme le fait Cdiscount, comme le fait Walmart, etc. Ils ont des services qu'ils maîtrisent et qu'ils revendent en marque blanche à des tiers. Donc voilà, cette lecture est extrêmement importante. Et donc, en termes de perspective, c'est que si on prend du recul par rapport à ce monde qui se fragmente, et pour comprendre pourquoi les marques aujourd'hui doivent absolument connaître leurs invariants, c'est que là où on avait une société qui était linéaire, en gros, matière première, j'assemble, je fabrique, je distribue et j'ai un client sur un segment que j'ai identifié, que j'ai qualifié, donc un marché poussé vers un consommateur finalement relativement passif et homogène. Aujourd'hui, ce modèle linéaire qu'on a vécu pendant je dirais les 3 premières révolutions industrielles est complètement bousculé puisque quelque part, ce qui était poussé est maintenant tiré. Elle est tirée par 3 éléments. C'est un consommateur qui évolue très rapidement. Donc là, on le voit aujourd'hui. On voit que c'est les premiers prix qui passent et les premiers prix, on les a pas chez les Lidl et Aldi, mais les premiers prix, on les a en bas des rayons chez les Leclerc, Carrefour, etc. Et donc ça, c'est intéressant. On a également une autre segmentation des gens qui veulent acheter au jour le jour le minimum. Donc ça, on va retrouver avec les marques qui résistent bien, pourtant ils ont des prix forts. C'est les petits magasins de proximité. Aujourd'hui, ils résistent à la crise, on le voit bien dans l'alimentaire. C'est intéressant. Donc on a donc le consommateur qui bouscule les chaînes de valeur. Il y a quelques mois, il voulait de la livraison à la minute. Aujourd'hui, il est prêt à attendre. On voit la tournée du laitier avec Picnic qui fonctionne. Donc le consommateur, il donne des coûts qui reconstruisent des chaînes de valeur. Ensuite, on a la planète, donc crise environnementale, crise industrielle, crise géopolitique, etc. Donc là, les chaînes de valeur, elles se recomposent. Ce qui était la proximité bio, ça devient le loin industriel. Et le troisième élément, c'est bien sûr le facteur humain. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pu pousser les gens à faire ce qu'ils n'avaient pas envie de faire, que ce soit le collaborateur ou le client. Aujourd'hui, si on veut le résumer, ça, c'est que chaque client se veut différent ou chaque collaborateur se veut différent. Et surtout, on a de plus en plus de mal à lui faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et donc, ce qui veut dire que chaque client est différent et va être traité différemment. Donc, ce qui veut dire que ça peut poser des questions également sur ceux qui investissent massivement sur l'hypersegmentation. En fait. Pourquoi essayer de deviner un client qui est de plus en plus fragmenté, se mettre dans des positions de demander au client de piloter la relation avec la marque, donc du passer du CRM au VRM. Ça, c'est des sujets qu'on pourra aborder tout à l'heure. Donc, pour revenir dessus, donc on a un monde qui était linéaire, plat, stable, un monde qui a de multiples plateformes, différents types de transporteurs, différents types de transformateurs, différents types de fabricants, de distributeurs, de commerçants, etc., qui parfois sont tout petits, sont en proximité et sont de plus en plus d'ailleurs en proximité, et qui, en fonction de la fin du mois, en fonction de la météo, en fonction, eh bien, les chaînes de valeur se reconstruisent en permanence. C'est un truc qu'on n'a jamais connu. Autrefois, la performance venait de la planification et des process. Tout ce qu'ont tenu les entreprises qui faisaient des plans à 3 ans avec optimisation des process, etc. Ça ne marche plus du tout. Aujourd'hui, c'est l'agilité qui fait la prévisibilité. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque entité, un individu ou une entité économique, et distribution, transport, etc., doit aujourd'hui performer suivant 4 axes. Moi, j'ai identifié 4 axes. Pour se définir en tant qu'individu, se définir en tant qu'entité économique,
Premier, c'est sur quel secteur on évolue. Est-ce qu'on est sur le luxe? Est-ce qu'on est sur le premier prix? Est-ce qu'on est sur l'alimentaire, etc. Donc, en gros, c'est sur quel marché. Deuxième point, c'est quelle est ton utilité? Tu distribues, tu commercialises, tu fabriques ou tu me présentes des marques. Ensuite, il faut avoir une parfaite exécution par rapport à ça. Et enfin, il faut avoir une interface adaptée pour que le client il puisse se construire sur vous. Le client, c'est le client au sens large. C'est aussi bien le fournisseur. Donc quand on a ces quatre fondamentaux, la plateforme, elle va en permanence changer de flux parce que son écosystème va évoluer. De temps en temps, ça va être les premiers prix, de temps en temps, ça sera plus cher, de temps en temps, ça sera à proximité, de temps en temps, ça sera plus rare. Et plus on est capable, finalement, plus on a un écosystème solide. Et pourquoi un écosystème? Pourquoi vous avez des amis hyper fiables, etc. Parce que vous les connaissez, etc. Et vous les intégrez très rapidement quand vous avez un besoin. Mais vous avez probablement des copains qui sont plus efficaces sur l'opérationnel et d'autres qui sont plus efficaces sur la créativité. On a tout ça. Mais en fait, d'un point de vue économique, c'est ce on reproduit exactement ce modèle-là. C'est qu'aujourd'hui, on a la capacité de créer ces chaînes de valeur. Et donc, pour performer aujourd'hui, on est tous une plateforme, on est des individus. Il faut savoir sur quel domaine on évolue, quelle est son utilité, qu'on puisse exécuter au mieux, au meilleur coût, et que l'on ait une interface adaptée à nos interlocuteurs, que ce soit une API, un site web, une application, ça on s'en fiche. Mais ce qui est important, c'est que ça corresponde bien sûr au marché. Lidl, il y a encore récemment, et globalement, on peut dire presque encore, n'a pas de site e-commerce, parce que c'était pas du tout intéressant, puisque la rapidité, on l'a déjà en allant dans les magasins Lidl. C'est très rapide le passage chez Lidl. En revanche, ils sont super efficaces pour ouvrir des caisses, dès qu'il y a 3 personnes qui attendent, paf, immédiatement, il y a une caisse qui s'ouvre. Et les gens sont là pour vous aider à aller vite en permanence. Donc ça, c'est extrêmement perturbant en fait, c'est que les valeurs de performance ne sont plus celles qu'on avait autrefois. Les valeurs de performance ne sont pas de faire des plans sur des super montages, mais de savoir qui l'on est et d'être extrêmement efficace dans les connexions qu'on va créer en amont et en aval. Et c'est là qu'on rebondit sur l'IA, c'est que typiquement, on est dans de l'optimisation non linéaire. On est dans l'optimisation de graphes en fait. On est dans le monde des graphes aujourd'hui. Ça, peu de gens l'ont bien compris, mais on est dans un monde de graphes en fait qui se recompose en permanence. Un graphe, c'est pas un graphique, c'est un ensemble de nœuds qui sont reliés par des liens. Et donc l'intelligence artificielle, c'est typiquement ce qu'elle est fait. Elle est capable de détecter des corrélations entre ces nœuds. Donc on peut optimiser des modèles dynamiques en graphe. Et donc ça, eh bien, nous déjà, on le fait inconsciemment avec nos amis, nos réseaux, etc. Mais depuis longtemps, Facebook, Google, etc. le fait pour trouver ses amis, pour trouver des recommandations. Et globalement, aujourd'hui, on le fait pour reconnaître du texte, pour corriger un fichier PDF, pour créer des images, etc. Mais c'est tout ça. Donc on est rentré, et ça, pour moi, c'est le premier, c'est Michel Serres qui m'a éveillé là-dessus en 2013. C'est quand je te dis, quelle est ton adresse? Aujourd'hui, vous allez me donner une adresse soit physique, donc physique ça peut être votre lieu de travail, votre résidence habituelle, votre résidence de vacances, ou ça peut être une adresse email, professionnelle, perso, hyper perso, etc. Et quand on demande une adresse à quelqu'un, ce qui nous renvoie, ça nous indique la sphère de proximité qu'il veut créer avec vous. Et donc on est dans un monde qui est aujourd'hui un monde topologique. C'est-à-dire que topologie, c'est la géométrie des lieux, la mathématique des lieux, topos. Et donc aujourd'hui, on génère des proximités avec des gens qui partagent quelque chose avec nous. Si autrefois on était dans un monde euclidien, c'est-à-dire que tout ce qui a dicté les 3 premières révolutions industrielles, c'est les distances physiques. Amazon, Google, c'était pour réduire les distances physiques en livrant des produits toujours plus rapidement, en trouvant des solutions plus rapidement, etc. Aujourd'hui, on bascule dans un autre monde, beaucoup plus fragmenté, où on peut se retrouver sur des points communs parce qu'on va partager le même intérêt, et par le digital, on y est instantanément. Le résultat, c'est qu'on réinvente la société pré-industrielle. Avant la société industrielle, dans les magasins, on était reconnus. Être anonyme, c'est beaucoup plus facile quand on vend du produit de masse. Donc la société industrielle nous a fait perdre notre identité dans les commerces. On a séparé le lieu de travail du lieu de vie pour gagner en efficacité. On voit bien qu'aujourd'hui, on a tendance un petit peu à y retourner, etc. Il y a tout un tas d'éléments. Et donc, on est en train de vivre avec la montée en puissance de ces réseaux, donc de ces mondes topologiques. C'est que finalement, on doit réinventer la société pré-industrielle pour qu'elle ne finisse pas en tribu comme elle était à l'époque, mais qu'elle fonctionne avec des bulles adjacentes. Et c'est ça le défi de la société de demain. Donc on est dans un monde topologique aujourd'hui, et le monde topologique nous fait redécouvrir la proximité physique. C'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire que quand les gens ne se rencontrent pas pour tomber amoureux, mais aujourd'hui, ils vont utiliser Tinder, et parfois ils se retrouvent voisins. Ou quand ils font du blablacar, ils ne se connaissaient pas. Et grâce à une dimension, à une proximité digitale, on fait le même chemin, on se retrouve physiquement. On veut vendre des produits d'occasion, on ne se connaissait pas. Le monde digital nous connecte parce qu'on a le même point d'intérêt qui est d'acheter un vélo. Pam, on se retrouve en fait sur le physique. Et donc ça c'est intéressant, c'est que la société industrielle finalement, elle était là pour optimiser les déplacements de marchandises physiques, mais n'était pas là pour que les gens se retrouvent physiquement. Et moi je suis absolument convaincu qu'on va dans un monde en fait où effectivement le digital, grâce à son monde topologique, va nous faire retrouver la proximité. Et cette proximité, on commence à la voir dans le retail avec du multi-rôle chez les acteurs économiques,
parce qu'on est capable de se connecter, parce qu'on est capable de trouver des corrélations non linéaires. Et donc, globalement, on crée des nouvelles proximités en fonction de nos points d'intérêt. Et c'est ça qui est super excitant. Et vous pensez pas, Jean-François, que c'est aussi lié à la dualité entre ruralité et urbanisme? Parce qu'il y a aussi eu, là, pendant la période que vous décrivez, et notamment le constat là, très intéressant que vous faites, il y a aussi à prendre en compte cette modification avec un territoire qui était très rural, post-Seconde Guerre mondiale déjà, encore, on va dire, et puis qui s'est accéléré vers l'urbanisation des années 70 notamment, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que là aussi, finalement, cette digitalisation qui permet la rencontre ou la réunion physique, c'est pas une problématique très urbaine et non pas du tout rurale? En fait, le sous-jacent, c'est également la désindustrialisation, qui est quand même un élément important, puisqu'on était isolés, les usines, etc. On a coupé les usines, donc globalement, il n'y avait plus de vie. Là, aujourd'hui, on peut être connecté. On peut faire, je dirais, de la haute-tech à peu près n'importe où en France en étant connecté, donc en créant des écosystèmes, en pouvant créer donc ces nouvelles proximités. Et donc, moi, je suis assez confiant sur le fait qu'effectivement, on devienne plus nomade et qu'on puisse irriguer une plus grande partie du territoire parce que nos distances ne sont plus uniquement physiques, mais elles sont digitales également. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on avait des distances qui étaient que physiques, bah, finalement il fallait un peu fuir l'isolement. Comme les distances aujourd'hui elles sont topologiques par point d'intérêt, on peut se permettre de nouveau d'avoir des distances physiques plus importantes. Ces distances physiques, on va pouvoir soit les ranimer localement, soit en tous les cas les rendre agiles, performantes. Et c'est ça qui est super intéressant. Et je pense qu'on est juste au début de l'histoire. C'est-à-dire que pour toutes les révolutions industrielles, par exemple la vapeur, on a dû inventer le chemin de fer vers 1750, 1770, mais c'est seulement en 1850 qu'on a pu mettre toutes les horloges de la France à la même heure et qu'on a commencé à avoir des rails qui irriguaient toute la France. Donc jusqu'à 1850, ça n'a pas créé en fait de valeur. On avait la technologie, on a travaillé la technologie, et à partir du moment, à partir de 1850, là il y a eu l'explosion en fait de la création de valeur. Il faut bien voir que dans la tech, à mon avis, on est à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire que maintenant, on numérise à peu près n'importe quoi, n'importe quel produit, n'importe quel événement, etc. devient numérique, avec des capteurs IoT, avec des notes, avec tout un tas d'éléments. Et en plus, on a les réseaux partout qui irriguent. Et donc, maintenant, on a ces deux composantes qui sont majeures dans l'externalisation des fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'on va connaître ce qu'on a connu par le pétrole. L'homme a d'abord externalisé les fonctions physiques en inventant la roue, en inventant le palan, etc. Et ensuite, il y a eu, notamment grâce au pétrole, je vais très vite, grâce au pétrole, il y a eu une croissance exponentielle de la démultiplication de sa force physique. Et aujourd'hui, on utilise une voiture avec un litre d'essence, on fait quand même, on a une puissance incroyable. Et bien en fait, sur le cognitif, on est en train de vivre la même chose. C'est-à-dire que le cognitif, on a d'abord inventé l'écriture, pour commencer. Ensuite, on a eu l'imprimerie. Et à l'époque de l'imprimerie, c'était quand même, ça a fait des révolutions. Ça a été interdit en France tout au début, etc. Parce qu'on a commencé à diffuser le savoir. Donc on a commencé à avoir des réseaux quelque part pour diffuser du savoir écrit. Là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a globalement numérisé, on a les moyens de communiquer ces éléments numériques entre les différents objets. Donc une carotte qui est élevée dans un champ, on peut la voir, la connaître son origine, etc. Et jusqu'à quasiment à la digestion, si on veut. Et maintenant, on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, tirer parti de ça pour améliorer sa composition, améliorer sa culture, améliorer, etc. Donc on va, grâce notamment à ces IA qui sont capables de traiter le non corrélé, accélérer de manière extrêmement significative et donc créer de la valeur. Donc je suis extrêmement confiant sur les années à venir. Mais si on revient sur le retail, il faut arrêter de penser retail, parce que pour moi c'est une peau de banane. Il faut arrêter de confondre commerce et distribution, ça n'a rien à voir. Quand je vais voir un commerçant, je cherche un conseil. Quand je vais voir un distributeur, je vais voir quelqu'un qui a des produits rapides. Et quand je vais voir un fabricant, un Ikea, etc., je veux pas qu'Ikea me parle de Samsung ou de Sonos, comme il. Bon, je veux qu'il me parle d'Ikea, etc. Donc il faut savoir qui l'on est. À ce moment-là, on a une capacité, on a un potentiel juste incroyable en fait pour développer son identité, ses valeurs et créer des connexions. Alors maintenant, j'ai 2 questions qui me viennent à l'esprit. Alors, il y en a une, vous avez déjà largement abordé la thématique, on la verra à la fin. Alors j'ai noté que vous étiez plutôt optimiste, sur la suite et en quelques mots, est-ce que pour vous, le point de vente physique a encore de l'avenir ou a toujours de l'avenir? Puisqu'on a eu là une période, alors c'est peut-être dans les années 2000-2010, où on entendait à grands coups de discours que le commerce physique était mort et que vive le commerce digital. Et puis aujourd'hui, nous en tous les cas, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de s'opérer. Et donc justement, je voudrais avoir un peu votre vision là-dessus, entre commerce digital, commerce physique, cette espèce d'hybridation qui est en train de se mettre en œuvre.
Là, je reviens un peu sur mes obsessions, je suis désolé. En fait, le commerce, c'est pareil, beaucoup disent commerce alors qu'ils ne sont pas des commerçants, ce sont des distributeurs. Donc quand on dit le commerce physique décroît, etc., souvent on pense à la grande distribution. Je vais reformuler, Jean-François. Donc on va parler de vente de détail, Absolument. si ça vous va. On parle plus de retail, on parle de vente de détail. Et plutôt que pour pas faire cette dichotomie entre commerce, distributeur et fabricant, on va parler de vente de détail. Donc il y a de la vente de détail physique et de la vente de détail digitale. Est-ce que cette hybridation, c'est justement la bonne idée ou est-ce qu'il va y avoir un point de bascule? Mais en fait, l'hybridation, elle est là. C'est-à-dire que de toute façon, quelle que soit notre activité aujourd'hui, elle doit être connectée. Parce que les gens veulent pouvoir venir aussi bien de manière numérique que de manière physique. Mais on voit bien également que venir que de numérique, c'est de moins en moins satisfaisant. Beaucoup de clients et les marques purement numériques aujourd'hui sont obligés de faire des showrooms, d'ouvrir des magasins, etc. Donc aujourd'hui, la question ne se pose plus, on doit être numérique et digital. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs en surface de vente, etc., doivent pouvoir communiquer avec les clients sur leur smartphone. Il y a plein de solutions pour faire ça de manière sécurisée, respect du GDPR, et ça, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un point de vue technique. Aujourd'hui, il faut que chaque collaborateur soit porteur de la marque. Et d'ailleurs, moi je travaillais à certaines marques qui ont commencé à faire de la vente à domicile alors qu'ils venaient de la distribution en grande surface, pour donner envie aux vendeurs de créer plus de liens, surtout bien sûr dans le commerce. Et donc ça veut dire que les points physiques vont avoir énormément de valeur. Alors après, ces points de vue physiques, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si on est un acteur de la distribution, je vais distribuer avec ma petite camionnette dans les campagnes, je mets des lockers dans les campagnes, etc. Moi, je vois un potentiel énorme en fait sur ces sujets-là. Quand on a la camionnette, hein, on distribue des produits, mais on distribue également du contact, etc. hein. La Poste a fait d'ailleurs une évolution remarquable là-dessus. Donc là, je distribue quelque part, pas de l'humanité, mais je distribue du produit et de la bienveillance, etc. C'est de la distribution. Ensuite, il y a des commerces où on accueille les clients, on prend le temps. On va parfois chez le client pour l'aider. Et puis, on se recommande les amis. Et on a un club. Et d'ailleurs, il y a pas mal de startups qui se positionnent pour accompagner, pour créer des communautés. Donc, je fais du social sur l'alimentaire, je fais du social sur la déco, je fais du social sur la librairie. La librairie, ça fonctionne très très bien comme ça. On voit bien que les libraires, ce sont d'abord des commerçants qui conseillent sur les livres, etc. Et que la librairie, finalement, les librairies avec des bons conseillers, donc des gens qui aiment, etc., ont un point incroyable. Et certains deviennent blogueurs, donc ils commencent à parler sur les réseaux, ils créent du lien. Super. Et puis, de temps en temps, ils viennent prendre un café dans la librairie. Un futur, à mon avis, énorme. Ensuite, il y a ceux qui sont des marques fortes, où là, c'est pareil, ils vont avoir des superbes showrooms, parfois des showrooms éphémères, s'ils n'ont pas justement suffisamment de trafic pour l'avoir toute l'année. Donc, on va avoir de plus en plus de showrooms éphémères pour certaines marques qui ne peuvent pas se permettre d'être là tout le temps. Et donc, des showrooms sur lesquels on va pouvoir prendre le temps, s'asseoir, discuter avec les vendeurs, donner son avis. Donc, c'est pareil, les vendeurs, il faut bien leur dire, voilà, si c'est un showroom, on doit collecter les avis clients, on doit les remonter aux équipes produits, et les équipes produits doivent descendre, rencontrer les clients dans les showrooms, par exemple. Et donc ça, c'est un potentiel incroyable. Et typiquement, quand on va dans une ferme acheter, on vient bien dans un showroom avec un fabricant de carottes et tout. Et ce qu'on aime, c'est justement ça, c'est le contact. Donc ça, c'est un potentiel juste incroyable. Et donc, moi, ça m'est arrivé de commander à distance pendant l'année de la viande, etc. Et puis l'été, de m'arrêter à la ferme et waouh, et ça crée le contact. Voilà, ça, c'est un exemple. Et puis bien sûr, les médias, donc les galeries marchandes, mais également, comme médias, il y a les camions multiproduits qui passent dans les villages, qui présentent à peu près tout, du sac poubelle à la perceuse. Ça marche très bien aussi, parce que voilà, et c'est un média qui amène en fait plein de... Ah, ils vont pas passer une heure à expliquer dans le détail le produit, ils vont pas garantir d'être livrés dans la journée, etc. Mais ils viennent et ils présentent plein de choses, plein de produits auxquels on n'imaginait pas. Et généralement, on achète des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc tout ça, ça a un avenir parce qu'il y a de l'humain. Et je reviens sur les idées. Les trois éléments qui transforment les chaînes de valeur, c'est la technologie, c'est l'humain et c'est l'impact environnemental, hein, c'est globalement la planète. Donc ce sont ces trois éléments qui reconstruisent les chaînes de valeur. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde topologique. Ce qui compte, c'est de se rencontrer. Et cette rencontre est le plus souvent un mix de digital et de physique. Il n'y a qu'à voir les concerts. Les concerts. Aujourd'hui, on achète, on consomme online, mais les concerts, on est prêt à payer un paquet pour voir les gens qui sont dans des clubs. Il y a plein de clubs d'amateurs de serpents, de plantes, de ce qu'on veut. Toute l'année, ils sont sur le réseau, ils se connaissent, etc. Et hop, une fois par an, ils font le voyage, ils se rencontrent lors d'une fête, etc. Waouh, c'est extraordinaire ça. Et donc ça, c'est un monde qui est totalement différent, qu'on connaissait par le passé, qui est un monde qui repose réellement sur ces points d'intérêt sur lesquels on va trouver des communautés et sur lesquels on doit mixer. Et donc c'est pour ça que j'ai juste appuyé là-dessus. Moi, je passe du temps, alors je suis élu, et donc les collectivités locales ont tout à faire avec les acteurs de la distribution, typiquement pour optimiser la livraison, ont tout à faire à faire avec les acteurs du commerce pour les accueillir, etc. Donc grâce au digital, une manière de croiser ça. On voit une explosion en fait quand même des réseaux sociaux de proximité.
On voit une explosion également des solutions de vide-grenier et de vente en ligne entre voisins, etc. Les collectivités locales sont ravies d'organiser ou de relayer ce genre de choses. Parce que ça fait en sorte que les gens se rencontrent, alors que sinon, ils se voient que le matin, le soir, etc. C'est ce monde-là qui est en train d'émerger. Là, j'ai parlé que, on va dire, du retail, mais il y a plein de domaines de l'industrie, etc., qui vont dans cette même dynamique, en fait. C'est un mouvement beaucoup plus global, mais c'est un mouvement qui est assez déstabilisant pour tous ceux qui avaient l'habitude de faire des plans à 3 ans et travailler sur des process de manière un petit peu inhumaine. Là, aujourd'hui, il faut d'abord savoir qui l'on est, avoir des convictions, oser les affirmer et se créer en fait une communauté autour de soi pour pouvoir en permanence rester dans le flux. Il y a un livre qui est très intéressant, une notion qui s'appelle antifragile. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion. Fragile, c'est quand on fait un choc sur un objet, il se casse. Et aujourd'hui, ce qu'il faut devenir, c'est antifragile, c'est-à-dire plus on subit de chocs, donc plus on a des flux différents. D'abord, je vends du bio, et puis très rapidement, je dois vendre du premier prix, puis etc. Plus on est capable d'absorber ces chocs, et plus on se renforce en fait. Et ça, c'est le monde dans lequel on va. Je ne sais pas si demain il y aura une sécheresse, s'il y aura une inondation, je ne sais pas s'il y aura une rupture sur le pétrole ou sur des choses comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est que je sois capable d'amortir en fait ces éléments pour recréer des chaînes de valeur et donc rester en vie. On reste en vie parce qu'on est dans une économie de flux, on n'est plus en vie parce qu'on est dans une économie de stock. Le stock is over. Aujourd'hui, ça coûte cher, on est dans le passé. Donc, plus que jamais, il faut pas essayer de résoudre les problèmes, il faut essayer de créer le futur. Quand on a une minute à passer, on peut choisir. Soit je résous les problèmes et là je m'ancre dans le passé, soit je crée un futur qui bien souvent fait disparaître les problèmes du passé. Et ça, c'est une philosophie, je pense, importante aujourd'hui. C'est même très intéressant là pour le coup parce que je pense qu'effectivement bon nombre de vendeurs de détail, pour pas les appeler des retailers, devraient s'inspirer effectivement de cette, on pourrait presque appeler ça une maxime, pour construire leur modèle de demain. En tous les cas, dernier point là que j'aurais voulu évoquer avec vous. Donc déjà, ce que je comprends, et si je veux résumer, c'est que lorsqu'on oppose le digital au physique, on n'est pas sur une vampirisation de l'un par l'autre, mais plutôt une complémentarité, avec des mots simples, que j'utilise. C'est le constat que vous tirez, c'est que après une période où le consommateur a pu tester différents modèles, différents nouveaux modèles qui lui étaient proposés, aujourd'hui, son adoption semblerait être sur cette hybridation et ce besoin de combiner du digital et du réel pour arriver à assouvir ses propres désirs, au final. Ouais, parce que vos amis aujourd'hui, vous les avez sous WhatsApp et vous les voyez physiquement de temps en temps. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour vos commerçants, vos distributeurs, etc. Alors maintenant, l'intelligence artificielle, vous l'avez un peu évoqué là dans votre première partie. Qu'est-ce que la vente de détail peut attendre de l'intelligence artificielle? Allez, on se donne 5 minutes sur cette thématique-là. L'intelligence artificielle, donc premier élément, c'est comme le retail, c'est un piège. C'est ni artificiel ni intelligent. Donc c'est pas artificiel parce que ça consomme beaucoup de ressources. Et c'est pas intelligent parce que ça répète ce qu'on lui a appris. Déjà, voilà, ça c'est un faux ami comme beaucoup. Et donc une fois qu'on sait ça, c'est-à-dire que ça répète ce qu'on lui a appris. Donc premier élément, c'est quand on utilise dans l'intelligence, il faut avoir des bases saines. Donc s'il y en a un qui lui apprend qu'on est un distributeur et qu'on lui apprend qu'on est un commerçant, ça va pas le faire. L'IA, elle saura pas quoi apprendre. Pour avoir une IA importante, il faut lui donner un corpus, des données qui soit extrêmement clair. Donc si vous savez qui vous êtes, si vous avez clairement défini vos produits, votre manière de vendre, etc., votre IA, vous allez pouvoir l'utiliser très rapidement. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, si vous savez parfaitement exprimer votre contexte, etc., vous allez pouvoir très rapidement en tirer parti. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si c'est une société relativement importante, on peut commencer à utiliser sur ses propres données, ou si on utilise des outils comme Copilot de Microsoft, on pourra utiliser sur ses propres données, et donc on aura des réponses qui correspondront à ce que l'on fait, ce que l'on dit, et quand on vendra de la choucroute, on n'aura pas l'accent de Marseille, quoi. Donc, on va apprendre de ces données de qui l'on est. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre point, c'est que ça consomme beaucoup de ressources. Donc, il faut pouvoir l'apprendre, et plus on va être capable d'apprendre, une fois que l'apprentissage est suffisamment solide, on va pouvoir l'utiliser en consommant moins. Et probablement, un gros de l'IA sera sur la proximité. Déjà, aujourd'hui, dans votre PC, il est optimisé par l'IA, votre smartphone, il vous reconnaît le visage grâce à de l'IA, etc. Donc, un des enjeux de l'IA, c'est de le pousser sur la proximité. Donc, l'IA, on est juste au début de l'histoire, puisque enfin, l'IA va pouvoir être accessible non pas à des experts de la tech, mais à des experts de leur métier. Plus vous êtes capable d'exprimer clairement un contexte, etc., plus vous allez pouvoir donner on va dire des impulsions à une IA générative notamment, et donc vous allez enrichir, votre singularité va être montée à l'échelle grâce à l'IA. Si en revanche vous êtes comme les autres, vous avez toujours les mêmes messages, etc., l'IA va faire du blablabla et va faire comme les autres. L'IA n'est qu'un amplificateur de ce que vous faites. Et donc c'est pour ça que plus que jamais, il faut savoir qui l'on est et faire peut-être moins de choses qu'avant, même sûrement beaucoup moins de choses qu'avant, être extrêmement clair sur ses fondamentaux. Et à ce moment-là, l'IA est un outil extraordinaire pour pouvoir l'amplifier et développer. Aujourd'hui, demain on utilisera l'IA comme aujourd'hui on utilise des tracteurs pour le physique. C'est-à-dire qu'on est là sur un outil
qui va nous permettre de nous étendre, mais si on ne sait pas conduire ou si on fait des bêtises avec, on ira à la catastrophe. Mais si on maîtrise son métier, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à maîtriser les données qu'on donne à son IA, et donc son IA pourra réellement vous aider. Donc, si j'ai un conseil à donner, jouez tous avec ce genre d'outils, posez-lui des questions. Moi, j'utilise quotidiennement. C'est obligatoire dans toute ma famille. Tout le monde doit l'utiliser pour comprendre ce nouveau monde, parce qu'on a des outils à portée de la main aujourd'hui qui nous amplifient, mais qui doivent amplifier notre singularité. Si on pose des questions communes, on aura des réponses communes, et donc globalement, on sera noyé dans le commun. Si on a une approche singulière, si on a vraiment des éléments singuliers, là, on va pouvoir réellement développer de la singularité, et cette singularité va encore plus permettre de gagner du temps, de l'efficacité, etc. Si vous avez une manière de décrire vos produits, si vous avez une manière de travailler votre merch, si vous avez une manière qui vous est propre, vous allez pouvoir l'exprimer en langage naturel, et vous allez pouvoir en tirer vraiment parti grâce à l'IA, et ça créera vraiment de la singularité par rapport à d'autres amis. Mais n'oubliez pas, une IA est capable d'apprendre de vos datas, mais n'est pas capable de désapprendre de vos datas. Donc en gros, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fourvoyées en leur donnant client à des géants de la tech qui étaient leurs concurrents sur le recrutement client, et qui ont formé ces super algorithmes qui aujourd'hui ils achètent très cher l'usage avec le comportement de leurs propres consommateurs. Donc c'est comme si on disait à son concurrent de venir tenir la porte d'entrée pour voir le client qui rentre, et puis après on se dit ah bah c'est bizarre. Bon, donc voilà, donc la data c'est quelque chose qui a un potentiel incroyable, c'est une grosse responsabilité aussi, mais si vous avez travaillé bien votre singularité, aujourd'hui, vous avez des... On n'est plus jamais dans le monde des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des choix, qui décide des positionnements, qui va travailler au maximum les leviers de son positionnement grâce à son écosystème. L'IA est un élément, un levier pour justement ces choix. À peu près clair sur l'IA? Oui, oui, très clair. On pourrait juste imaginer demain qu'un consommateur utilise l'IA pour trouver un produit, le produit qui lui convient le mieux. Il est probable que très rapidement, les IA parlent aux IA. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une IA de votre côté qui va être un élément conversationnel, qui va essayer de comprendre le client quel est le produit qui l'intéresse, soit parce qu'il veut être livré rapidement, soit parce qu'il veut résoudre tel ou tel problème. Et face à lui, il aura peut-être l'IA du consommateur. Je pense qu'assez rapidement, on aura tous des agents qui nous représenteront pour faire quelque part le premier niveau de conversation en disant bah voilà, j'ai fait une salle de bain, j'ai utilisé tel carrelage, et puis j'ai un problème de colle, comment enlever cette colle, avec quel produit, etc. Par exemple, ou je dois faire un repas pour cette personne avec des allergies, avec des personnes qui sont allergiques à tel ou tel. Et donc ces IA vont s'appuyer peut-être sur votre agenda. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on y va doucement. Hein. Donc aujourd'hui déjà, on a des IA qui sont capables de proposer des rendez-vous en fonction du planning que vous avez déjà dans votre agenda, qui peuvent vous faire des propositions par rapport à vos anciens mails, etc. Si vous avez autorisé en utilisant des suites Google ou Office qui commencent à développer ce genre de choses. Mais progressivement, on va avoir des agents probablement qui vont nous représenter. Super. Ben, Jean-François, je pense qu'on a fait un peu le tour là, des différentes questions qu'on avait à vous poser. Il me reste à vous remercier vraiment Merci Laurent. de votre temps, de toute l'intelligence que vous avez mise dans cette discussion. C'était extrêmement intéressant. J'ai Ilona et Adèle à côté de moi qui ont bu vos paroles, Ah, c'est gentil. et j'espère qu'on aura on aura l'occasion de rediscuter un peu ensemble. Enfin, en tous les cas, moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à échanger avec vous sur tous ces sujets-là dans un futur proche. Avec plaisir. On est dans un monde, on a la naissance d'un nouveau monde. On a un truc incroyable qui est en train d'émerger. On est un peu comme au début de la première des révolutions industrielles. Là, maintenant, c'est avec l'intelligence cognitive. On est au début. Et donc, il y a un monde à créer qui est juste fantastique. Il faut qu'on y participe tous pour pas se le faire voler, en fait. C'est aussi simple que ça. Non, non, mais c'est ça que j'apprécie aussi dans votre façon de voir les choses, c'est qu'il y a énormément de positifs, là où on pourrait effectivement se recroqueviller, avoir peur de tous ces changements, de toutes ces évolutions. Et je trouve ça vachement sympa là, que vous arriviez à en faire quelque chose d'extrêmement positif, et voilà, et porté vers l'avenir, quoi. Bon, encore une fois, on a peur quand on cherche à résoudre des problèmes. Or, les problèmes, on se met dans un cadre du passé, en fait. Aujourd'hui, on a un cadre qui est nouveau. Donc forcément, les règles sont pas les mêmes, etc. Les plans à 3 ans, etc. Oubliez, on ne sait pas comment sera l'économie dans 6 mois. Créez en revanche un modèle qui vous permet d'avoir des connexions, de travailler la diversité, etc. Sachez qui vous êtes, amplifiez qui vous êtes. Et là, vous avez un univers probablement que vous n'arrivez pas à appréhender, mais en tous les cas, vous êtes sur une dynamique. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'économie de flux, c'est la dynamique. On est sur un vélo. L'objet n'est pas d'aller très très vite, l'objet est de pouvoir continuer à pédaler en permanence. Super. Merci beaucoup, Jean-François. C'est très gentil. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.